Dire l'indicible, Hiroshima, fleur d'été de Hara Tamiki. Il y a des événements dans l'histoire des hommes qui semblent marquer la limite de ce que le langage peut exprimer. L'abîme s'ouvre, et les mots, dérisoires, paraissent reculer devant l'horreur. Hiroshima est de ces abîmes. Pourtant, face à l'indicible, certains ont senti le devoir impérieux de témoigner, non pour expliquer, mais pour ne pas laisser le silence achever l'œuvre de la destruction. Au premier rang de ces veilleurs se tient Hara Tamiki, 1905-1951, survivant, dont les récits rassemblés sous le titre Hiroshima, fleur d'été constituent l'un des actes fondateurs de ce que la critique nommera la littérature de la bombe atomique. 原爆文学 Trilogie d'un monde qui n'en finit pas de brûler, l'œuvre, composée de préludes à la destruction. 壊滅の序曲 Fleur d'été, 夏の花 et ruine. 廃墟から Relate, en 3 temps, l'avant, le pendant et l'après. Une écriture de la déflagration. Pour Gala Maria Folacco, le style de Hara n'est pas celui d'une écriture maîtrisée, c'est une descente dans la psyché fragile d'un homme désespéré confronté à des paysages affreusement défaits, presque méconnaissables, où il lui paraît impossible de retrouver les traces de sa vie telle qu'elle était quelques instants auparavant. Son écriture disloquée, qui plonge le lecteur dans l'inquiétude et l'égarement, a pour décor Hiroshima elle-même en lambeaux, disparue sans laisser de traces, si ce n'est une sorte de couche plate de décombres, de cendres, de choses tordues, crevées, rongées pour reprendre les mots de Robert Guillain, le premier Français sur les lieux. C'est sur cette toile de désolation que Hara projette tantôt des bribes d'existence interrompues, tantôt des fragments de mémoire venant combler les vides d'une réalité déchirée. Cette déconstruction atteint son paroxysme dans les insertions poétiques, où Hara recourt à une forme particulière du japonais, les katakana habituellement réservés aux mots étrangers, comme si la langue usuelle était devenue inepte. Débris étincelants, s'étirent en un vaste paysage. Cendres claires, qui sont ces corps brûlés au chair à vif. Rythme étrange des corps d'hommes morts. Tout cela exista-t-il? Tout cela a-t-il pu exister? Un instant et reste un monde écorché. Tandis que Hara, à l'intérieur de la fournaise, subissait ce spectacle dantesque, les intellectuels sidérés, à l'autre bout du monde, tentaient de penser l'événement. Le 8 août 1945, Albert Camus écrivait dans Combat, « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. En attendant, il est permis de penser qu'il y a quelque indécence à célébrer ainsi une découverte qui se met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme ait fait preuve. » Hara ne philosophe pas, il montre, et ce qu'il montre, c'est précisément cette rage de destruction plantée comme une lame dans la chair même des hommes. Quelques fleurs sur la plus vaste des tombes. Le récit central, fleur d'été, s'ouvre sur un deuil intime. Je sortis en ville et achetai des fleurs, car j'avais décidé d'aller sur la tombe de ma femme. Pour Hara, la fin du monde avait déjà commencé 1 an plus tôt. Il avait perdu sa femme, Sadae, la personne la plus chère à son cœur, et, avec elle, les plus pures délices de cette vie. La catastrophe du 6 août 1945 n'est donc pas une rupture surgie du néant, mais l'amplification monstrueuse d'un drame personnel, qui se mêle à celui, collectif, des victimes de la bombe atomique, et finit par devenir paradoxalement une raison d'être, une urgence de dire. Je dois laisser tout ça par écrit, me dis-je en moi-même, se donnant le courage de vivre encore quelques années. Son écriture n'est plus seulement un lamento au milieu des ruines, elle se mue en un mémorial de Hiroshima, quelques fleurs déposées pour l'éternité sur la plus vaste des tombes, en un acte de résistance aussi contre les silences, qu'ils soient imposés par la censure des forces d'occupation américaines, ou nés de la discrimination envers les atomisés, 被爆者 dont les stigmates engendraient peur et rejet. Silence des morts, silence de Dieu. Mais cette mission qui le maintenait en vie finit par l'écraser. En 1951, il signe un mot d'adieu, hanté par le spectre d'un nouvel Hiroshima avec le déclenchement de la guerre de Corée,
Il est temps maintenant pour moi de disparaître dans l'invisible, dans l'éternité au-delà. Peu après, il se jette sous un train. Son geste ultime, comme l'écrira le prix Nobel au accent circonflexe accent aigu Kanzaburo, fut un dernier cri de protestation contre la bêtise aveugle du genre humain. Lorsque les voix des témoins se taisent, la mémoire se réfugie dans les objets que le crime a laissés derrière lui. Des décennies plus tard, c'est à cette mémoire matérielle que se confronte le prêtre Michel Quast lors de sa visite au musée de la bombe atomique. Il y est frappé par la vision d'horloges, de pendules, de réveils, leur aiguille à jamais figée sur 8h15, le temps est suspendu. Cette image saisissante est peut-être la plus juste métaphore de l'effort de Hara pour cristalliser l'instant fatidique. C'est cette même image qui inspirera à Quast un poème lapidaire en parfaite résonance avec Hiroshima, fleur d'été, peuple interrompu, effacé, poussière, ombre, nuit, néant, silence des morts, silence de Dieu. Pourquoi vous taisez-vous, les morts? Je veux entendre votre voix, crier, hurler, dites-nous que c'est injuste. Dites-nous que nous sommes fous. Il fait nuit sur Hiroshima.